Grand angle consacré à l'Ukraine, donc 3 ans tout juste après le début de l'invasion russe. Avec nous pour en parler, Alla Lazareva, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de The Ukrainian Week, qui a une déclinaison francophone. On peut donc vous lire en français également. Thibaut Fouillet, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de Lyon, en France, où vous êtes directeur scientifique de l'Institut d'études de stratégie et de défense, auteur du livre Géopolitique des petites puissances, édition La Découverte. Vous racontez dans cet ouvrage notamment comment expliquer la résistance de l'armée ukrainienne face à l'armée russe. Alla Lazareva, on imagine que pour toute femme ukrainienne, tout homme ukrainien, on se souvient de ce 22 février 2022. Quel souvenir gardez-vous de cette journée ? 24 février 24 février, pardon. Oui, disons que bien sûr, tout le monde s'en souvient. Je me souviens que je me suis réveillée sans savoir pourquoi vers 4 heures du matin. Et donc, je suis allée regarder les chaînes Telegram parce que c'est là-bas souvent qu'on s'informe en temps réel de ce qui se passe. Et je vois on annonce que ma ville natale, Kiev, était bombardée. Donc, je suis allée appeler maman, qui était en Ukraine en ce moment-là, bien sûr. Et donc, elle m'a confirmé qu'on bombarde la ville. Elle a été réveillée avec les sirènes. Oui, elle était réveillée avec les bombardements parce que il n'y a pas encore, c'est la première fois, il n'y avait pas encore des avertissements pour la population. Les sirènes, c'est arrivé plus tard. C'est les bombardements, ouais. Alors, c'était peut-être un lapsus, j'ai dit 22 février, mais je parle sous votre contrôle. Le 22 février, c'est quand même une date importante, c'était le discours de Vladimir Poutine, oui, tout à 2 fait. jours avant. C'est ça, c'est exact, oui. Et les bombardements, c'est le 24, donc comme aujourd'hui, effectivement. Ouais, mais vous aviez été surprise, on se souvient de ces colonnes de blindés. Seuls les États-Unis, disons-le, effectivement, parlaient d'une possible invasion de l'Ukraine. Peu de monde y croyait. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce jour-là ? Est-ce que vous étiez consciente à l'époque que ça allait durer des années ? Disons que oui et non. J'étais absolument sûr et certain que les Russes n'abandonneront pas la guerre parce que la guerre était déjà en cours. La guerre a commencé en 2014 par l'annexion de la Crimée et par l'agression aussi dans les Donbass. Dans les médias occidentaux, on disait souvent timidement la crise ukrainienne, comme on se fâchait entre nous. Mais en vrai, c'était toujours l'agression russe, avec l'arme russe, avec les chefs de guerre russes formés dans les forces d'ordre russes. Donc voilà, et il y a beaucoup de mes amis qui se sont engagés pour défendre l'Ukraine dès 2014. J'avais perdu les amis très proches qui ont tombé au front. Pour moi, la guerre n'est pas commencée, elle a pris l'autre ampleur. Elle a pris une autre ampleur, oui. Tout à fait. Thibaut Fouillet, l'armée ukrainienne est en souffrance en ce moment, mais elle a su résister depuis 3 ans. Elle avait d'ailleurs notamment empêché la prise de Kiev. Selon vous, l'Ukraine ne capitulera jamais ? Alors, c'est difficile à dire, c'est pas à moi de me prononcer, puisque en fait, une capitulation, c'est à la fois militaire, mais c'est aussi un point de vue politique. On dépose les armes ou on décide de les déposer, alors même que potentiellement, on a encore certaines forces qui peuvent résister. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue purement militaire, l'armée ukrainienne a non seulement résisté à cette invasion, mais a transformé la nature du conflit, puisque si on se souvient d'un point de vue stratégique, l'ambition russe initiale, et d'ailleurs le titre opération spéciale était bien choisi. Au départ, c'est quelque chose d'éclair, de très rapide. On doit subjuguer côté russe l'Ukraine en quelques jours, quelques heures. L'Ukraine, par sa résistance, a transformé le conflit en forçant les Russes à rentrer dans une guerre d'usure. Et de ce point de vue-là, parce que la guerre d'usure est ce qu'elle est, parce que les deux acteurs se sont à la fois affaiblis quantitativement, mais renforcés avec tout un schéma défensif, etc., même si les Russes sont à l'avancée, on voit que c'est des avancées qui prennent des semaines, voire des mois. Et donc, il n'y a pas de raison à l'instant T pour que l'Ukraine s'effondre ou pour que l'effondrement militaire qui n'avait pas eu lieu ait lieu d'un coup. Après, la capitulation, c'est une question plutôt politique. Et parfois, les armes ne suffisent pas. Si le politique rend les armes, eh bien, alors à ce moment-là, les armes se terminent. Alla Lazareva, je disais le mot capitulation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis annoncent que Washington mettra son veto à tout amendement de sa résolution à l'ONU qu'elle va déposer là, dans quelques heures. Et cette résolution, elle ne mentionne pas du tout l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de votre pays. Donc ça voudrait dire pas capituler selon Donald Trump, mais renoncer à des pans entiers du territoire. La Crimée que vous avez citée, mais aussi le Donbass, mais aussi la région de Kherson dans le sud. Donald Trump ne dirige pas l'Ukraine et Donald Trump, il est libre de déclarer ce qu'il veut. Après, les résolutions dans l'ONU, ils ont certes un sens symbolique, mais il ne faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas l'ONU qui décide de la politique internationale. L'ONU
compte dans les rangs de membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie qui nous a agressés il y a déjà 10 ans et qui a fait les crimes de guerre en Tchétchénie, et qui a fait tant d'atrocités, mais il continue de faire partie du Conseil de sécurité comme membre permanent. Donc, qu'est-ce que ça vaut, les décisions de l'ONU? Pas grand-chose. Le destin de l'Ukraine se décide sur le champ de bataille. Et les militaires, ils n'en pensent absolument pas d'abandonner. Dans mon équipe journalistique, donc il y a 3 journalistes qui sont partis combattre en 22. Donc mes collègues à moi, les journalistes qui ont pris l'arme. On est en contact régulier, ils sont sur la ligne de front. Il n'est pas question que les militaires abandonnent. Quelle capitulation? Pourquoi? Thibault Fouillet, c'est vrai que Donald Trump, on a le sentiment, je parle sous votre contrôle, qu'il confond lui-même cessez-le-feu et accord de paix. En fait, ce qu'il veut à tout prix décrocher, c'est que les armes se taisent. Mais un accord de paix, en fait, c'est totalement autre chose. Oui, les deux ne sont pas liés et les deux ne sont pas automatiques. Si on regarde un cas historique flagrant, il n'y a jamais eu de traité de paix entre les deux Corées. On reste sur le cessez-le-feu et l'armistice de 1953. Donc en fait, on peut très bien avoir une cessation des hostilités complète sans accord de paix, et en fait on gèle la ligne de front. On peut avoir, et ça a été très bien rappelé par madame, que en fait on est des États qui considèrent qu'il n'y a pas un conflit en Ukraine, mais en réalité il y avait bien guerre dans le Donbass depuis 2014. Donc vous pouvez avoir une armistice, cessez-le-feu global, mais des combats qui restent localisés, et puis vous pouvez ensuite avoir un accord de paix ou pas un accord de paix. Et l'accord de paix, ça doit être à un moment ou à un autre signé par les deux belligérants. Donc en effet, peut-être que le président Trump veut obtenir un cessez-le-feu, mais de toute façon, sans la signature de l'Ukraine, il ne pourra pas y avoir d'accord de paix, puisque c'est bien engageant les deux États qui sont dans la partie du conflit. Donc il faut un accord russe, certes, avec un poids américain qui peut jouer, voire être décisif, mais tant qu'on n'a pas de signature d'un accord de paix par les Ukrainiens, on n'aura pas d'accord de paix. Et ce que veut Donald Trump aussi, on va le voir dans quelques instants, ce sont les sous-sols et les richesses minières d'une partie de l'Ukraine. Avant d'évoquer ce sujet, à la Lazareva, il y a cette phrase assez surprenante de Volodymyr Zelensky ces dernières heures. Il se dit prêt, le président ukrainien, à quitter la présidence à Kiev contre une adhésion à l'OTAN. Pourquoi il a dit ça hier. Pourquoi dit-il cela ? Parce que le président américain disait qu'il souhaite discuter avec un autre président ukrainien. Il a couvert d'insultes et de mensonges. Et il l'a qualifié de dictateur sans élection. Oui, tandis que le dictateur, c'est quand même le dirigeant russe, on est bien d'accord. Et aucun pays en guerre comme nous, le pays qui se défend, qui n'a pas déclenché la guerre, ne fait pas des élections. Personne ne fait ça. D'ailleurs, la constitution est respectée, ukrainienne, semble-t-il, en la matière. Évidemment. Et sinon, selon les derniers sondages, il a 57% de soutien, plus que Trump. En fait, ce qu'il dit, c'est si c'est moi le problème, il n'y a pas de souci. Mais il veut une garantie sécuritaire, en fait. C'est exactement ça. Votre analyse est correcte. Effectivement, il souhaite que l'Ukraine obtienne les garanties de sécurité fermes, pas comme le mémorandum de Budapest qu'on a eu en 1995, quand on nous a forcé de remettre à la Russie l'arme nucléaire. Et donc, il y avait les pays qui possèdent l'arme nucléaire, à savoir la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, qui nous a agressés, qui nous ont garanti la protection au cas où nous sommes agressés. Nous sommes agressés par ceux qui nous ont garanti la protection. Les autres ont fait semblant qu'ils n'ont rien signé. Donc, une fois vécu ça, on ne veut pas retomber dans le même piège et on veut les garanties qui sont réelles, qui sont concrètes. On a grandi depuis, on est devenu plus mature. Alors Donald Trump, on le sait, depuis son retour à la Maison-Blanche, a évoqué le Groenland, le canal de Panama, Gaza également qu'il veut transformer en Côte d'Azur. Il y a aussi la question donc du sous-sol de votre pays. Voilà ce que dit aujourd'hui Olga Stefanishyna, la vice-première ministre ukrainienne. Elle dit que les négociations ont été très constructives avec presque tous les détails clés finalisés. C'est allé très vite. Comment qualifiez-vous cette séquence, si je puis dire ? C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, il était question d'offrir aux Américains les contenus du sol ukrainien en échange de rien. Donc si c'est en échange de rien, personne ne veut ça. Par contre, comme je n'ai pas lu les projets de cet accord, je ne peux pas vous donner plus d'informations, mais disons que si il y a les garanties qui sont concrètes, s'il y a quelque chose qui promet à l'Ukraine la possibilité de se battre, de tout simplement exister en fait,
peut-être que ça sera signé. Ouais. Au départ, Thibault Fouillet, Donald Trump parlait d'ailleurs un chiffre qui n'est pas forcément vrai, d'un remboursement de 500 milliards de dollars d'aide déjà fournis à l'Ukraine. Là, en l'occurrence, Kiev essaie de coopérer avec Washington pour permettre des investissements américains et pour que ce soit le plus possible gagnant-gagnant. Oui, tout à fait. En fait, on voit bien qu'il y en a une posture diplomatique du président Trump qui était de capitaliser sur le passé, en disant, eh bien, avec toute l'aide qu'on vous a fournie, vous êtes notre débiteur, donc en fait, je fais mon marché et j'impose mes conditions. Le refus du président Volodymyr Zelensky et de son gouvernement a amené une enchère, et ça joue peut-être au niveau des déclarations très fortes de la présidence Trump autour du personnage de Volodymyr Zelensky, mais on a bien acheminé, en effet, alors il faudrait en effet avoir les détails de l'accord, mais on s'est bien acheminé vers une relation qui n'est pas univoque. Les Américains se servent pour ce qu'ils ont fait dans le passé, mais qui est bien de dire, aussi vous nous avez aidé certes, mais on ne peut pas vous brader nos ressources, donc il faut des contreparties. Après, pour savoir si elles sont équitables ou pas, ça, il faudra avoir le détail de l'accord et exactement le détail de ce qui est éventuellement promis en contrepartie. Et là, on n'a quand même pas énormément d'infos dessus. Tout à l'heure, Thibault Fouillet, notre correspondant à Moscou, Julien Colling, nous disait que les plus durs du régime russe n'avaient pas le vent en poupe en ce moment. Il nous disait qu'il fallait calmer le jeu justement avec ce rapprochement avec Washington et Donald Trump. Est-ce que vous diriez que Donald Trump il peut aussi à un moment donné durcir le ton par rapport à Vladimir Poutine? On n'en est pas là, hélas, pour les Ukrainiens. Alors, on n'en est pas là et en même temps, lire la posture géopolitique de Donald Trump, c'est complexe. Il dit tout et son contraire en jouant aussi beaucoup sur l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire qu'il a une phase là très dure vis-à-vis des Ukrainiens et plutôt complaisante vers les revendications, mais d'un autre côté, il a dit aussi qu'il voulait finir rapidement. Avant sa prise de fonction, il parlait d'une paix par la force, mais la force, ceci dit, dans un angle rapport de puissance. Il est tout à fait capable de vouloir aussi essayer de peser sur les Américains, sur des volets de sanctions, sur une aide accrue. Donc en fait, bien entendu, on va de tendance en tendance avec Donald Trump. Donc c'est pas parce que là, on est dans une tendance un peu plus complaisante avec les Russes que on peut pas être d'un coup dans un virage. On voit bien que son seul cap, sa seule constance, c'est régler la question au plus vite. Et il essaye d'appuyer sur les divers leviers. Après, pour l'instant, c'est pas favorable aux Ukrainiens. Moi, en tout cas, voyant les déclarations qui évoluent chaque jour, j'ai du mal à avoir une constance très précise sur ce que veut le président Trump, hormis une solution rapide. Et pendant ce temps, l'Europe tente d'exister. L'Europe qui annonce un nouveau train de sanctions contre la Russie. 3,5 milliards d'euros d'aide supplémentaire également à l'Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut infléchir la position du président américain Donald Trump, tout se joue en ce moment à l'heure où l'on parle à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale? Mais on espère beaucoup. En fait, le président Macron montre une clairvoyance politique et une vision stratégique. Il parle des défenses européennes proprement dit depuis 2017. Malheureusement, il n'est pas si écouté que ça. Mais ça s'impose et il avait raison quand il disait qu'il ne faut pas donner toutes les clés de sa défense aux partenaires américains parce qu'on voit ce qui peut se passer. Donc là, il avait raison. Après, est-ce qu'il arrivera à être convaincant ou plutôt est-ce que Trump voudra l'écouter parce que c'est aussi la personnalité de Donald Trump qui est en jeu et on ne sait pas comment elle va réagir, qu'est-ce qu'il voudrait faire. Il est assez imprévisible. Mais on souhaite bien que ça marche. De toute façon, il a le mérite d'essayer et l'Ukraine lui est reconnaissant. Elle est populaire en Ukraine, vous savez, Macron. Emmanuel Macron, populaire en Ukraine. Juste sur la question de l'envoi des troupes, parce que les États-Unis ne s'y opposent pas, je parle sous le contrôle peut-être de Thibault Fouillet et de vous-même, ce serait une bonne chose, selon vous, à la Lazareva, d'envoyer des troupes de maintien de la paix à défaut de troupes combattantes? D'ailleurs, il n'en est pas pour l'instant question. Ça dépend lesquels, comment et où les disposer. Au début, je pense qu'il y a un an, justement, Zelensky était à Paris et Emmanuel Macron parlait des forces d'instructeurs déjà et aussi des forces qui pourraient être employées au nord, à l'ouest pour décharger l'armée ukrainienne pour qu'ils puissent se battre mieux et être plus à l'aise à l'est. Donc ce projet, il était bon. Après, malheureusement, elle n'était pas soutenue par les autres européennes. Il y a des divisions. Et tout à fait. Maintenant, quand on parle de forces de paix, en quelque sorte, sur la ligne de front, ça aussi, il faut voir qui va participer, comment. Parce que si on met les pays qui sont, disons, par exemple, la France, les Grandes-Bretagne, les Polonais ont dit qu'ils ne veulent pas. Mais admettons les Français et les Anglais,
Je pense que Poutine ne voudra pas. S'il voudrait les pays qui sont favorables à la Russie, nous, on ne voudra pas. Ouais, comme la Hongrie, par exemple. Ouais. Par exemple. Juste un petit mot pour conclure, Thibault Fouillet, sur ce sujet. Il nous reste 30 petites secondes. Désolé, une force d'interposition sous mandat de l'Union européenne. Pourquoi pas de l'ONU? C'est envisageable? Alors, c'est envisageable, c'est discuté, mais je suis tout à fait d'accord, ça dépend du cadre. Parce que si c'est une force d'interposition, ça veut dire qu'elle doit s'interposer aux deux qui violent la paix potentiellement. Donc, elle est censée être neutre avec tout ce que ça implique de complexité. Si c'est une force de garantie de la paix ou de garantie de sécurité à l'Ukraine, c'est pas la même chose. Donc, en théorie, c'est bien. En réalité, tout dépendra du cadre et donc de la négociation de paix qui sera effectuée. Merci beaucoup Thibault Fouillet d'avoir répondu à nos questions. Merci Alla Lazareva d'être venue sur notre plateau. Et je le rappelle, version francophone de votre journal qui s'appelle The Ukrainian Week. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.